Salut les Happy Few, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de conseils DVD issus de ma DVD Tech. Écoutez, le candidat du jour, le voici. Un mariage de rêve. Titre VO en anglais qui n'a rien à voir, Easy Virtue. Alors je vais peut-être plutôt utiliser le titre anglais quand je vais en parler parce que le titre français pour le coup me paraît un petit peu naze. Un mariage de rêve, bon c'est tout en ironie déjà, mais je trouve que ça fait un petit peu niais comme ça. Alors Easy Virtue, il est sorti en 2008 et il est réalisé par Stephen Elliott, que certains connaissent parce qu'il a réalisé le film culte Priscilla, folle du désert. Alors moi, quand il est sorti à l'époque, tout ce que j'ai vu sur le coup, c'est cette affiche. Et du coup, j'avoue, ça donnait envie. Sur cette affiche, j'ai tout d'abord remarqué le décor, l'ambiance, cet intérieur luxueux évoquant les années 20 ou une scène de Cluedo. Pour les amateurs d'histoire et de films d'époque comme moi, c'est un atout immédiat. Mais dans un second temps, il y a aussi et surtout ce casting remarquable. Non pas tant les deux jeunes premiers que sont Jessica Biel et Ben Barnes, pas si connus du grand public et sans grand intérêt pour moi, mais les deux stars du cinéma anglais que sont Kristin Scott Thomas et Colin Firth, ce dernier étant mon préféré, dans la lignée des Hugh Grant et des Alan Rickman, que l'on a vu tous réunis dans le culte Love Actually, un de mes acteurs préférés. Seule fausse note, le titre français, Un mariage de rêve, qui évoque trompeusement une comédie sentimentale très ordinaire ou alors carrément niaise. Alors je ne suis pas allé le voir au cinéma, j'ai attendu qu'il sorte en vidéo, j'avoue, pour me le procurer, pour le regarder et voir un peu ce que ça donnait. C'est vrai que j'ai pas été pressé de le voir à l'époque, j'étais pas tout à fait sûr que ce soit si génial que ça. À cause du titre français en bonne partie, Un mariage de rêve, ça m'a semblé un peu naze. Si j'avais compris à quel point le film en fait était détonnant et plus rock'n'roll que ça, j'aurais été le voir, ça c'est clair. Alors Easy Virtue, le pitch, ça repose sur le plus vieux truc du monde, vraiment, a priori ça n'a rien d'original. Alors nous sommes dans les années 20, en plein dans les années folles, au temps du jazz, du charleston et du foxtrot. John Whittaker, jeune anglais de grande famille, et Larita, flamboyante américaine, pilote de course, vivent un coup de foudre et se marient dans la foulée. Pour présenter son épouse, John la conduit dans son illustre domaine familial en Angleterre. Pas du tout du goût de la très austère et traditionnelle Miss Whittaker, Larita y reçoit un accueil glacial et ne cesse d'aggraver son cas par sa façon d'être, moderne et spontanée, qui lui fait multiplier les gaffes et les affronts. Belle-mère acariâtre, beau-père dépressif, sans oublier deux belles-sœurs sournoises et névrosées, la solidité du jeune couple va être mise à rude épreuve dans ce contexte électrique où règne un petit grain de folie permanent. Donc a priori c'est assez bateau comme pitch, ça n'a rien de très original et on peut avoir une sensation de déjà-vu assez désagréable. Mais en fait, le film parvient complètement à dépoussiérer ce sujet. Et pourtant, même en le traitant dans un contexte historique. Behold the country cottage. It's enormous. Larita's met her perfect man. Mother, this is my wife. And now she's going to meet his mother. Mrs. Whittaker, the pleasure is all mine. Oh, you're American. This is exactly what I expected. I like it. We all know what you like. Prepare for a whirlwind, Larita. Is it my imagination, or is your daughter dancing without her scanties? I'm going to like the way you fight. We do not need any more reminders of your easy virtue. 'Cause you're the only one Smiling, Jim. God forbid, win my train. sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I Scandalous. sex bomb, you're my sex bomb. Have you seen the dog? No, not recently. Je le définirais comme un Downton Abbey, mais en version jazzy, beaucoup plus péchu et au vitriol. Et tout ça sur fond d'une trame à la Mon beau-père et moi, sauf que là c'est Ma belle-mère et moi. Downton Abbey, vous connaissez sans doute, c'est cette série anglaise à succès créée par Julian Fellowes et comptant 6 saisons et 52 épisodes diffusés entre 2010 et 2015 sur la chaîne BBC. Par sa qualité et l'engouement surprise qu'elle a suscité, la série s'est imposée comme la nouvelle référence du genre période drama à la télévision.
Alors période drama, c'est au sens très large toute œuvre, film, série ou livre qui se déroule dans une époque passée, dans un contexte historique. Mais dans un sens plus restreint, le période drama se détache du genre strictement historique par le fait que l'œuvre ne repose pas sur un événement précis de notre histoire dont l'intrigue ne serait qu'un arrière-plan. Au contraire, dans le période drama, c'est plutôt l'inverse. C'est la petite histoire dans la grande. C'est l'époque qui sert de toile de fond, de background, et c'est l'intrigue volontiers romanesque et dramatique et ses personnages qui sont au premier plan. Dans une série comme Downton Abbey, cela prend la forme d'un château, dans un immense domaine appartenant depuis des générations à une famille d'aristocrates et leurs domestiques, dont on observe le quotidien, les joies, les peines, les efforts pour préserver leur patrimoine et leur mode de vie, dans un monde qui change, un XXe siècle naissant et déjà très mouvementé. 2 ans avant la première saison de Downton Abbey, en 2008, le film Easy Virtue, lui-même adapté d'une pièce de théâtre, part d'un contexte quasi identique. Grand domaine, famille d'aristocrates anglais au début du XXe siècle. Mais la différence fondamentale, elle est dans le traitement. En privilégiant l'humour, le second degré et l'excentricité, le film a l'originalité de proposer non pas un période drama, mais ce qu'on pourrait appeler plutôt un période comédie. Le film a plein d'idées et d'audace de réalisation, de plans, des trucs un petit peu fantaisistes comme ça, et vraiment ça fait du bien parce que c'est sur une époque où on a l'habitude de voir des films assez traditionnels justement qui sont un petit peu solennels. Et bien là, ça ose des choses très modernes sur un film d'époque. Et du coup, ça donne un mélange absolument génial, absolument détonnant. Le film est très très drôle, vraiment. On se marre, c'est une vraie comédie. Mais une comédie qui a du style. Mais vraiment, le coup de force de ce film et du réalisateur, justement, c'est d'avoir vraiment fait un film qui puisse se passer à une époque pareille, mais qui swing autant. Qui soit vraiment aussi foufou. Parce que, en effet, et Downton y contribue, mais Downton Abbey, moi j'adore cette série, hein, je l'ai, voilà, je suis très très fan. Mais Downton Abbey ne va pas vraiment contre l'image qu'on peut avoir de cette époque-là. Au contraire, l'entretien, parce que justement c'est ce qui plaît, c'est ce qui est cool, c'est que c'est romanesque. Le problème des films historiques, c'est que généralement les réalisateurs ont l'air intimidés par l'époque qu'ils abordent. Comme si voilà, c'était un petit peu solennel et qu'il fallait faire attention, c'était sacré, etc. Mais aucune époque n'est sacrée. On peut faire quelque chose de rock'n'roll et de décapant avec n'importe quelle époque, parce que toute époque a eu ses rebelles et toute époque a eu ses courants ou ses musiques un petit peu comme ça, provocantes. Là, ce que fait Stephen Elliott, eh bien, c'est vraiment aborder cette époque par son côté le plus rock'n'roll. Alors, rock'n'roll, c'est anachronique parce qu'évidemment, le rock'n'roll est apparu que dans les années 50 à peu près. Et donc, là, on est dans les années 20-30, le rock'n'roll n'existe pas. Par contre, il y a un équivalent rock'n'roll à l'époque. Une musique qui est jugée encore un peu populaire, un petit peu vulgaire, ou en tout cas un petit peu trop folle et festive, c'est le jazz. Le jazz vraiment dans ce qu'il a de plus débridé, le Charleston, tout ça, voilà, donc toute cette ambiance-là. Cette époque du jazz, du charleston, du foxtrot, des cabarets, de la poésie surréaliste, des peintres cubistes, des écrivains américains de la Lost Generation comme Fitzgerald ou Hemingway rassemblés à Paris, de fêtes et d'effervescence artistique, c'est ce qu'on appelle les années folles. Après le traumatisme de la Grande Guerre, l'Europe souffle enfin, pense ses blessures, aspire à retrouver un peu de gaieté, de joie de vivre, de bonheur, d'insouciance, et savoure l'euphorie du retour à la paix. Cette parenthèse festive s'étend sur toutes les années 20. Et c'est sur cette tonalité en fait que repose le film. Tout au long du film, en fait, on a des musiques hyper jazzy, hyper entraînantes, qui insistent en fait sur les moments humoristiques du film, mais qui aussi en fait lui donnent une tonalité assez rebelle. Et à propos de la musique justement, plusieurs choses intéressantes. Outre le fait qu'elle est mise en avant d'une façon très révélatrice, les vieux standards du jazz qui la constituent ne sont pas des originaux d'époque, mais des réorchestrations spécialement arrangées pour le film. Un coup de lifting sonore qui n'hésite pas à faire dans l'anachronisme assumé en revisitant même des tubes beaucoup plus récents comme Sex Bomb de Tom Jones. Le type d'audace musicale qu'on est habitué à voir chez un réalisateur excentrique et baroque comme Baz Luhrmann, à qui l'on doit Moulin Rouge et la dernière adaptation de Gatsby. Stephen Elliott suit cette trace, en allant jusqu'à faire interpréter les chansons du film par les 2 acteurs principaux eux-mêmes. C'est bien leur voix qu'on entend accompagner les mélodies. À plusieurs reprises, c'est même les personnages qui se mettent à chanter quelques paroles dans le film. On effleure timidement la comédie musicale sans jamais basculer dedans, et on sent que ce genre démange sérieusement le réalisateur. Le zèle qu'il a mis dans la musique du film témoigne d'une vraie mélomanie, et surtout d'une volonté de faire coopérer directement les chansons à l'atmosphère et à la narration du film.
Et tout ce côté très jazzy, très rebelle, très rock'n'roll avant l'heure, il est incarné par le personnage de Jessica Biel. Alors Ben Barnes, lui, voilà, c'est le bon fiston à sa maman, très sage, très bien élevé, etc., qui est trop content de retrouver sa famille. Mais Jessica Biel, bien qu'elle soit jeune dans le film, c'est la femme, c'est une vraie femme. Déjà, elle a été déjà mariée, ça c'est ce qui provoque en partie le scandale dans la famille du héros. C'est « mon Dieu, elle a déjà été mariée, mon Dieu, c'est une femme divorcée, quelle horreur !» Je crois que c'est une veuve en réalité, c'est une veuve. Je pense que j'ai aussi aimé Jessica Biel dans ce film parce qu'en fait, on ne peut que l'aimer en quelque sorte. Parce que finalement, c'est elle l'héroïne du film, c'est elle vraiment avec laquelle on est en empathie. Parce que voilà, très vite, on comprend que son époux, il est bien gentil, il est sympathique. Mais voilà, encore une fois, il est immature, c'est un gamin à côté d'elle, elle a quelques années de plus que lui et on sent qu'elle c'est une femme déjà. Et en plus une femme avec un grand F, parce qu'une femme qui s'assume, une femme qui est indépendante pour l'époque, une femme qui fait des choses, qui est une aventurière, qui a accompli des exploits, parce qu'en gros elle faisait des courses en fait de voitures, une femme qui assume ses charmes, etc. Enfin, et du coup, vraiment, elle a un charisme incroyable en réalité. Et en même temps, elle est charmante, elle est gentille, elle est drôle, enfin voilà, elle a quelque chose de vraiment profondément séduisant. Et c'est avec elle qu'on est en empathie parce que vraiment, tout comme Ben Stiller en fait dans Mon beau-père et moi, en fait, on la plaint parce qu'elle a juste des coups de pas de bol en fait. À chaque fois, les mauvais moments au mauvais endroit, à chaque fois, elle a la parole malheureuse, à chaque fois, elle a le petite maladresse qui fait qu'elle s'enfonce en fait par rapport à sa belle famille et surtout à sa belle-mère. Elle multiplie les conneries. Mais en réalité, voilà, c'est pas vraiment de sa faute. À chaque fois, elle a juste pas de bol et du coup, ça entretient le malentendu sur elle, les mauvais préjugés qu'on a sur elle parce qu'elle a été jugée trop vite et trop mal. Le duel archétypal entre l'austère belle-mère anglaise et la sulfureuse belle-fille américaine va bien au-delà du lieu commun de comédie. On est dans la représentation métaphorique du conflit matricide entre la mère Angleterre et la fille Amérique, entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre les traditions et la modernité. À travers le personnage de Kristin Scott Thomas, on voit la vieille Europe aristocratique, toisée d'un air inquiet la toute fraîche Amérique pionnière, tout juste émergée de l'histoire, pleine d'énergie et de promesses, prête à repousser les limites, à donner le nouveau là culturel, prête à bouffer le monde. Si le traitement est très différent sur la forme, les problématiques de fond sont très proches de Downton Abbey. Près de 2 ans avant la première saison de la série télé, on a déjà dans ce film un petit aperçu de la mort lente d'une espèce en voie d'extinction en ce début du XXe siècle, l'aristocratie. Naufrage presque poétiquement prophétisé par celui du Titanic quelques années plus tôt, en 1912, où les plus grands spécimens de cette même aristocratie avaient péri, victimes de leur folie des grandeurs, de leur hubris. On retrouve cette aristocratie après la désastreuse Première Guerre mondiale, dans les années 20, toujours plus affaiblie, toujours plus ruinée, mais s'efforçant de sauver les apparences, de tenir debout, de rester digne. L'angoisse et l'obsession que représente le domaine, les terres, le château, cristallisent tous les désirs de préserver ce qui peut l'être, de garder un peu de l'ancien faste. Et ces espoirs, ils reposent sur les jeunes, sur la nouvelle génération, ici incarnée par John, que sa mère voit avec effroi préférer s'amuser, s'encanailler, qui plus est avec l'ennemi, l'Amérique, la nouvelle star, le nouveau centre du monde, insouciante et effrontée, si bien incarnée par Larita. Le personnage de Colin Firth est clairement peut-être mon préféré avec le majordome, parce que lui, il est vraiment à contre-emploi total. C'est-à-dire qu'on a une mère qui se bat encore pour sauver le protocole, pour sauver un petit peu l'apparence, pour maintenir les traditions, le domaine, etc. Vous voyez un peu façon Downton Abbey en fait. Et lui, c'est même pas qu'il approuve spécialement ce mariage, mais c'est qu'il s'en fout complètement. Il s'en fout. Ce qui définit Colin Firth dans ce film, c'est le gars qui en a rien à foutre. Et elle se retrouve en fait avec ce mari qui a complètement lâché prise, qui s'en fout, qui considère tout ça maintenant c'est un peu vain, et qui est plein de sarcasme. Et franchement, ce mec-là sort sarcasme sur sarcasme tout au long du film. Ce personnage hilarant, sardonique et pince sans rire du père dépressif incarne l'autre facette plus sombre des années folles. Celle de la Lost Generation, comme il s'en réclame lui-même. Celle d'une génération d'hommes sacrifiés dans les tranchées de la Grande Guerre et qui n'arrivent pas à retrouver le goût et le sens de la vie qu'ils avaient autrefois. Un mode de vie qui semble soudain si futile, superficiel, absurde, d'un faste indécent. Ils ont connu l'horreur, leur innocence est perdue à jamais, et des penchants autodestructeurs viennent achever ce que la guerre a si bien commencé. Ne subsiste donc que ce détachement amusé, cet humour noir et désabusé, qui nous fait comprendre pourquoi on dit que l'humour est la politesse du désespoir. C'est ce qui fait du personnage interprété par Colin Firth à la fois le plus hilarant du film, mais aussi le plus touchant et humain. Il y a donc un discret fond de drame, très bien senti et contextualisé, derrière l'exubérante comédie qui nous fait rire avec ses répliques aiguisées, ses situations burlesques et ses mélodies endiablées. Un mélange subtil que les Anglais sont les seuls à savoir si bien créer dans leur cinéma. Voilà, donc si vous voulez aussi bien vous marrer que en prendre plein les yeux, plein les oreilles, passer un bon moment, et si vous aimez Downton Abbey mais que vous êtes à la recherche d'une version un peu plus jazzy et péchue, eh bien je vous conseille
un mariage de rêve. Même si par exemple vous n'avez pas aimé Mon beau-père et moi avec De Niro et Ben Stiller, vous trouvez ça trop américain, un petit peu trop beau, un peu trop moderne, eh bien voilà, vous avez une séance de rattrapage, vous l'avez en version Ma belle-mère et moi, dans une version un petit peu plus chic et très stylisée. Voilà, donc je vous conseille ce film, c'est très sympa, vous passerez un bon moment. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous pour une future vidéo conseil cinéma ou pour une autre encore. Je vous dis à une prochaine fois. Salut les Happy Few!